Je me présente, je suis Daniel Roger, je suis l'adjoint à la directrice du Musée d'Archéologie nationale et responsable du pôle scientifique. Et je vais vous dire quelques mots, mais je vais le faire en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que les francophones comprendront mieux mon anglais que les anglophones, donc pas d'inquiétude. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would just like to say a few words to welcome you at the Musée d'Archéologie nationale on the occasion of the conference for the Joseph Deshlet European Archaeology Prize. The Musée d'Archéologie nationale is indeed a partner of the Joseph Deshlet Prize, alongside the Archaeological Center of Bibracte, which initiated it, as well as the Latinium in Zurich and the Römisch-Germanisches Zentralmuseum in Mainz, and numerous other learned societies. I would like to particularly to acknowledge here the APRAB, the Association for Promotion of Research on Bronze Age, the AFEAF, French Association for the Study of Iron Age, and the SPF, French Prehistoric Society. The Musée d'Archéologie nationale offers the winner of the prize the opportunity to organize an international conference gathering researchers whose work has inspired his doctoral thesis, or her doctoral thesis. The Musée d'Archéologie nationale also proposes to publish the proceedings of the colloquium, which means that after your work, there will be a book issued. This international scientific event offers a unique platform for the winner of the Joseph Deshlet Prize to present a state of the art on a scientific subject related to his research by inviting researchers of his choice to foster exchanges and encounters. Exchanges, indeed, are on the agenda for the coming days, as you will be discussing of economy, resource management, and circulation of wealth. The key words for the day's opening today will therefore be exchanges. We hope that you will also have the opportunity to exchange ideas, projects, business cards, and above all, the desire to continue working in the field of protohistory. Today, more than ever, we think it necessary for people from different backgrounds to meet in order to keep the scientific world alive and highlight that beyond all that separates us, the search for the past is a common passion that makes no sense if it is not shared. Thank you very much. Thank you. I'm Thibaut Poit, for who don't know me. I want to thank you deeply, each of you, for being here tonight. For this conference, we will begin with a lecture from Christophe Darmanjard, and we are very pleased to welcome him today. Christophe Darmanjard is lecturer at the University of Paris, at the LADIS lab. And after a PhD in economics, he explored more deeply social anthropology studies, and with a strong interdisciplinary approach, mixing economy, anthropology, sociology, and archaeology. All that with a materialist and Marxist approach in the continuation of Alain Testar's works. And he particularly studied hunter-gatherer societies, exploring a variety of topics, among them male dominance on their origin and shapes, the difference of wealth, the law and justice institutions, the conflicts. And today he presents a lecture called On the Sleeping Steps of the Palace, during which he will provide some insights about the major debates regarding late prehistoric societies, economies, and social organizations. So thank you so much, and the floor is yours. Ça a l'air de marcher, c'est bon. Bonjour, alors
tout de suite, je vais passer au début, c'est-à-dire à l'introduction. Avant d'en venir, alors j'ai essayé un peu de structurer cette affaire, vous verrez si j'ai réussi ou pas, de discuter classification des sociétés, de discuter des problèmes et des limites de l'archéologie, et puis de finir quand même par une petite note positive après avoir dit beaucoup de choses qui vont rendre triste. Voilà. Je tiens quand même à souligner que je suis tombé dans un traquenard. Alors, du coup, peut-être vous aussi. J'ai dit au début que j'étais pas archéologue. On m'a répondu, on s'en fout, on sait. J'ai dit, mais moi, les sociétés proto-historiques, etc., j'ai pas du tout bossé là-dessus, même en ethnologie. On m'a répondu, on s'en fout, on sait, voilà, etc. Mais il faut quand même que tu viennes parler, voilà. Donc, je me suis laissé faire. Donc, je suis là en qualité de spécialiste en idées générales, voilà, ce qui est ma qualification première. Et donc, vous allez en avoir. Alors, petite blague, enfin demi-blague mise à part, je vais endosser le mauvais rôle pour commencer. Voilà, c'est-à-dire un peu souligner, à mon avis, donc de non-spécialiste et de la période, voilà, mais enfin qui a quand même un petit peu, disons, lu quelque chose autour de ça, mais souligner tous les problèmes qu'on a, dont certains, évidemment, vous les connaissez bien mieux que moi, mais que peut-être d'autres, on a des fois un peu tendance à les oublier. Et puis, ma foi, on se satisfait de solutions provisoires en oubliant ce qu'elles ont de provisoire. Voilà, donc je vais remettre le doigt là où ça fait mal. Et puis, ma foi, après, je n'ai plus qu'à vous laisser vous débrouiller avec toutes les questions que j'aurais soulevées. Voilà, c'est bon. Alors, pour commencer, ça c'était le début. Si on s'intéresse évidemment aux économies ou à l'économie en général, que ce soit d'ailleurs par une approche archéologique ou par n'importe quoi d'autre, bon, il est bien entendu qu'il y a deux aspects là-dedans. Il y a l'aspect matériel et technique qu'on a des fois tendance à privilégier, évidemment, quand on est archéologue. Quoi, où ça, d'où ça vient, comment ça a été fabriqué, à quoi ça a pu servir, etc., etc. Et donc tout ce qui est dans la matérialité de la chose. Évidemment, forcément, c'est quand même sur ça que vous travaillez, quoi. Voilà. Mais, et là, je vous apprends évidemment rien, quand on discute économie, forcément, à un moment donné, crac, on arrive sur des dimensions plus sociales. Cet outil ou cet objet, voilà, on va dire d'une manière générale, qui a décidé de le fabriquer, qui l'a fabriqué, qui le possédait, pour en faire quoi. Et quand je dis pour en faire quoi, c'est pas forcément pour en faire quoi d'un point de vue strictement utilitaire, mais voilà, pour en faire d'autres choses. Et on a tous, voilà, enfin vous fréquentez sans arrêt des questions de ceci est un bien ordinaire versus ceci est un bien de prestige. Alors tout de suite, on voit qu'on met le doigt dans de prestige. Comment, qui, pourquoi, voilà. Des choses discutent de l'économie domestique et de l'économie dite politique. Alors c'est plutôt un mot un peu anglophone cette affaire-là, mais enfin disons que dans les sociétés que vous étudiez, il y a une part de la fabrication qui sert aux besoins de tous les jours, et puis une part de la fabrication qui sert rayer les mentions inutiles, aux élites, aux échanges, à l'ostentation, à tout ce qu'on veut, etc., etc. Et puis que c'est avec ça qu'on fabrique la richesse, le pouvoir, tout ce qu'on veut. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, clairement, appréhender les sociétés par l'économie, c'est forcément à un moment donné ou à un autre mettre le doigt sur les structures sociales en général. Et puis, je dirais bien que c'est quand même un peu le but de la manœuvre, parce que, quand même, j'y reviendrai, mais enfin, faire de l'archéologie ou quoi que ce soit, sans avoir comme idée de, au bout du compte, d'arriver à dire quelque chose de ces sociétés-là, et pas seulement d'en rester à des rapports de fouilles, comment dire, c'est quand même ça qui est intéressant, hein, malgré toutes les difficultés que ça soulève. Donc on en arrive à toute la vieille question, mais qui n'est toujours pas réglée, de comment est-ce que finalement on essaye de comprendre les sociétés, et je vais insister là-dessus, pas simplement les sociétés du passé. Alors, on est condamné en tant que scientifique et en tant qu'être humain à réfléchir avec des catégories, des fois des catégories qu'on a fabriqué consciemment, un concept, on a discuté la définition, le périmètre, tout ça, et puis des fois on s'est pris la tête pendant des heures pour lui trouver un nom, etc. Des fois des catégories qu'on emploie
à notre insu, mais juste parce qu'on réfléchit avec des mots et qu'en utilisant des mots, paf, on fait des généralités, même si on s'en rend pas compte de toute façon, sinon on réfléchirait pas. Alors, il y a une double difficulté dans cette affaire-là. Une première, toujours pareil, je vous apprends rien, mais quand on va essayer de faire des catégories sur les sociétés, premier problème, il y a des sociétés qu'on connaît bien, puis d'autres beaucoup moins bien. Vous réfléchissez sur les sociétés contemporaines, j'y reviendrai, des données, on en a des millions de toutes les sortes possibles et imaginables. Vous êtes un historien médiéviste. Déjà, même si c'est des sociétés avec écriture, il y a quand même tout un tas de dimensions du social qui vous échappent parce qu'on n'écrit quand même pas sur n'importe qui et sur n'importe quoi et que du coup, il y a des tas de choses. Et l'archéologie, c'est pareil, on ne retrouve quand même pas tout. Je vous apprends rien non plus. Et puis plus on remonte dans le passé, plus c'est abominable de ce point de vue-là. En finissant par, moi, les sociétés sur lesquelles je me suis le plus longuement penché, celles de chasseurs-cueilleurs, où on a quelques modèles qu'on a pu étudier en ethno, mais qui sont des survivants. Et où du coup on peut se dire raisonnablement qu'il y a sans doute des dizaines et des dizaines de variantes qui ont disparu à jamais, sur lesquelles on a absolument zéro information et qui sont pourtant des types sociaux à part entière. Voilà, un peu comme en paléontologie on a des espèces disparues, mais au moins de temps en temps on tombe sur des fossiles. Là, même si on tombe sur des fossiles, je ne sais pas ce qu'on arrivera à dire. Bon. Alors, deuxième question, les infos c'est une chose. Et puis il y a le problème de qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Et là, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'interprétation, c'est-à-dire être capable de les relier de manière probable, très probable, complètement certaine, etc., à telle ou telle dimension sociale. C'est-à-dire qu'on a établi des relations de régularité, de nécessité entre certains phénomènes. Alors, il y a un exemple célébrissime que je ressors à chaque fois, enfin, c'est pas, j'ai rien inventé, hein, mais voilà, la sarigue de Cuvier, donc qui était un petit opossum, etc. Dans les craies de Montmartre, crac, on met au jour, voilà, un bloc qui contient les fossiles l'avant d'un animal avec ses dents. Et Cuvier va faire une grande démonstration en disant, vu les dents qu'il a, je vous dis que c'est un marsupial, un opossum, et donc qu'il a tel os à tel endroit du thorax, etc. Et devant un public, comment dire, médusé, on casse le caillou et crac, effectivement, il a bien le bon os au bon endroit, on l'a bien reconnu. Testard avait dit un jour, le jour où on sera capable de faire ça sur les sociétés, avec l'archéologie des sociétés, on aura fait un grand pas en avant. Ça veut dire qu'on aura justement établi ces relations de nécessité et qu'on sait que si on trouve tel genre de truc, ça veut dire qu'on est face à tel type de bestiole. Voilà. Alors, le problème, c'est que les types de bestioles avec les animaux, ça, on a bien, hein, enfin, quand même, on a les espèces, on a les genres, les familles, même si on remanie à la marge, mais enfin, ça y est, le boulot est fait. Avec les sociétés, on a rien, hein. Ou plus exactement, on a plusieurs choses, mais c'est un peu comme si on n'avait rien. Et on peut dire que finalement, alors je ne sais pas s'il faut dire la sociologie, l'anthropologie sociale, etc., mais enfin disons la science des sociétés, restreignons aux sociétés humaines, hein, même si ça se discute, mais enfin voilà, la science des sociétés, c'est sans doute la seule où on n'est même pas d'accord sur la classification de notre objet. Vous voyez, vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi d'autre. Les géologues, j'imagine qu'ils s'engueulent sur tout un tas de choses, mais enfin en gros, un granit, un grès, un machin, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Enfin voilà, prenez n'importe quelle autre science, la classification est faite pour les sociétés. Et alors non seulement la classification n'est pas faite, ou en tous les cas pas établie de manière consensuelle, mais du coup il y a vraiment une majorité de collègues qui ont totalement renoncé. Alors soit ils ont renoncé avec un peu de, peut-être, je ne sais pas s'il faut dire de honte, mais enfin en tous les cas sans forcément théoriser que c'est bien, mais du coup ils font autre chose quand même. Et il y en a même qui ont théorisé qu'il ne fallait surtout pas essayer de classifier les sociétés. C'était un crime contre la morale, contre la science, contre tout ce qu'on vous voulez. J'exagère pas. Hein. Enfin, voilà. Alors, classifier les sociétés, c'est pas du gâteau pour tout un tas de raisons. Alors, je vais, rien que pour vous faire
Pour illustrer ça, je vais parler d'une société que tout le monde connaît et que tout le monde connaît très 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 bien. Prenez la Chine d'aujourd'hui. Vous voyez, voilà, on n'est pas sur l'âge du fer ou voilà. Donc la Chine. Voilà. Alors quelqu'un a dit un jour en blaguant que la Chine, on ne sait pas si c'est un pays pauvre où il y a beaucoup de riches ou un pays riche où il y a beaucoup de pauvres. Alors bon, ça c'est pour la boutade, mais plus sérieusement. Est-ce que c'est un pays capitaliste avec une économie très étatisée ou est-ce que c'est un pays socialiste avec quand même une large part de secteur d'économie marchande? Alors vous voyez que... Alors c'est des débats qui ne sont pas nouveaux, qu'on peut y compris avoir sur la France d'aujourd'hui avec le degré de prélèvement obligatoire, qu'on a pu avoir sur l'URSS du milieu du XXe siècle où il y avait les jugements les plus opposés. C'est pas facile. Alors juste pour la bonne bouche, comment dire, les sociétés ne nous facilitent pas le boulot. On pourrait dire, il n'y a qu'à leur demander. Voilà. Non, ça ne marche pas. Vous voyez, quelqu'un m'a trouvé un jour cette magnifique photo prise à Canton où c'était écrit « La valeur centrale du communisme, c'est le profit ». Et donc, si vous comptez sur les sociétés pour vous dire dans quelle case il faut les ranger, vous voyez, c'est encore perdu. Alors, comment dire, on m'a juré que la traduction était exacte. Mes compétences en chinois ne me permettent pas de faire la vérification moi-même. Voilà. Alors, on a donc beaucoup de difficultés à avoir une classification opératoire et consensuelle des sociétés pour plusieurs raisons. Alors, une première raison qui est souvent invoquée, c'est pas sûr que ce soit la meilleure en réalité, c'est que c'est très compliqué, les sociétés, ça on le sait tous, et que donc on peut imaginer des tonnes et des tonnes de critères, on en reparlera, des critères économiques, des critères politiques, des critères idéologiques, voilà, ça c'est pas ça qui manque, et que du coup évidemment, selon les critères qu'on prend, on se retrouve pas avec les mêmes paquets. Alors, grande question, est-ce que les sociétés, c'est réellement plus compliqué que les phénomènes physiques du type, j'en sais rien, moi, les étoiles, que la biologie, etc. C'est pas si certain, en réalité. Et un certain nombre de gens, je pense à Testard en son temps et plus récemment Bernard Lahy, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu passer son énorme livre, mais fort intéressant, qui dit ça et qui disent finalement c'est peut-être compliqué justement parce qu'on n'a jamais vraiment fait l'effort d'essayer de ranger et de simplifier tout ça. Il ne faut pas oublier que les phénomènes physiques ou les phénomènes biologiques, avant qu'on ait la théorie qui les range bien, on les trouvait très compliqués aussi. Voilà, il y a peut-être une question d'œuf et de poule. Voilà. On a évidemment des nombreux cas hybrides intermédiaires. Alors, je parlais de la Chine, de la France, de l'URSS, de tout ce qu'on veut. Mais ça aussi, en réalité, dans le monde des sciences naturelles, il n'y a pas grand-chose qui soit... à part les électrons qui sautent de couches sans prévenir, tout le reste, il y a des états intermédiaires et ça n'empêche pas de trouver des cases qui marchent finalement. Voilà. On peut dire que dans la science des sociétés, même les courants de pensée les plus attachés à la classification, etc., ont jamais poussé le bouchon jusqu'au bout. Je pense en particulier, donc on a signalé que je me réclamais du marxisme, comment dire, c'est pas un mensonge, mais y compris le courant marxiste, où Marx a lancé cette idée qu'au moins pour les sociétés, disons, de classe, les sociétés les plus récentes, il y avait un truc comme le mode de production. Il en a sorti 4, 5, 6 de sa plume à grands traits, disait-il, etc. On aurait pu s'attendre à ce que des dizaines et des dizaines de gens se mettent derrière à essayer de dire bon, alors ok, ça c'est un début, mais enfin, une fois qu'on a ça, on n'est pas au bout. Quel est le mode de production de l'Égypte antique, par exemple, parce que pour l'Antiquité, a priori, avec l'esclavage, sous la plume de Marx, il y a le mode de production asiatique, mais tout le monde, enfin, est-ce que ça existe, enfin, voilà, qu'est-ce qu'il faut entendre par là, voilà. C'était quoi le mode de production des Aztèques, etc., etc. Je peux vous, et même le féodalisme. Est-ce que ça concerne l'ouest de l'Occident pendant une cinquantaine d'années autour de l'an 1000, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve à peu près partout avant le capitalisme, etc. Enfin, vous voyez, selon la définition que vous avez, c'est quand même un joyeux bazar dans la littérature, même marxiste. Voilà. Donc tout ça, c'est quand même resté à l'état d'ébauche. Et finalement, je crois qu'il y a une tendance générale à se replier sur des classifications qui ont leur intérêt, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se replie dessus, mais qui sont insuffisantes. Voilà. Alors ces classifications, c'est des classifications qu'on peut appeler
technochronologique et en plus local, parce qu'évidemment, ce qui marche à un endroit marche régulièrement pas à d'autres. Alors, en histoire, c'est le découpage classique de l'université. Vous êtes c'est quasiment 4 disciplines qui ne se parlent pas. Où les recrutements se font de manière étanche, entre les antiquisants, les médiévistes, les modernistes et les contemporains. Évidemment, je ne sais pas moi, si vous êtes, je sais pas comment ça se passe quand vous êtes un historien au Mexique, par exemple. C'est quoi le Moyen-Âge? Vous voyez, c'est pour ça que je dis c'est techno-économique et c'est local. C'est pas une classification générale. Et en préhistoire, là, je vous apprends rien. Il y a les grandes catégories qu'après on raffine. Pareil, selon les endroits, mais qui sont des catégories qui ne sont pas des catégories sociales ou qui sont des catégories en filigrane sociale. Mais des fois, on va, je sais pas moi, on lit des choses comme pour le paléo, les Magdaléniens, les Aurignaciens, etc. Mais enfin, Magdaléniens aussi, Aurignaciens, c'est des différences a priori techniques, façon de tailler la pierre, etc. En quoi ça reflète ou pas des différences d'organisation sociale? En tous les cas, c'est pas avec ça que c'est construit. Alors il y a évidemment des gens qui, vous le savez tous, ont essayé de combler un peu les trous. Et on peut dire que grosso modo, l'essentiel des périodisations et des classifications qui sortent donc du techno-économique. Alors encore une fois, le techno-économique, moi, comment dire, c'est pas pour dire il faut le jeter à la poubelle, c'est indispensable. On étudie un endroit donné, des traces matérielles données, on est bien obligé de les ranger dans une séquence. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas remonter comme ça, du techno-économique au social. C'est exactement comme si, je ne sais pas, moi, on faisait une classification des animaux par leur milieu de vie. C'est légitime, c'est tout ce qu'on veut, mais ensuite, ça ne vous dit pas si c'est des mammifères, tout ce qu'on veut, etc. Alors, les principales tentatives donc, sont celles de l'évolutionnisme, ce qui est appelé comme ça, plus ou moins à raison, mais enfin voilà, de l'évolutionnisme, puis de ce qu'on a appelé le néo-évolutionnisme, et qui est surtout américain, mais qui a le mérite d'exister, et donc les archéologues se sont souvent emparés de ça. Alors, pour mémoire, l'évolutionnisme, les trois grandes parties avec un vocabulaire très très daté, mais ce qu'il y a derrière le vocabulaire n'est pas si daté que ça, parce qu'en gros, sauvagerie, c'est chasseur-cueilleur, barbarie, c'est cultivateur-éleveur sans État, et civilisation, c'est société étatique. Et grosso modo, on retombe quand même sur des cases qu'on continue à utiliser. Voilà. Donc ça commence en fait au XVIIIe siècle, avec un Écossais qui s'appelait Ferguson. C'est ce qu'on trouve sous la plume de Morgan. Et Gordon Child change un peu les mots, introduit l'idée de révolution néolithique, de révolution urbaine, mais en fait, les trois cases, c'est quand même toujours les mêmes. Voilà. Alors, avec l'idée qu'encore une fois, il y a des changements sociaux qui correspondent à ces changements techniques. Mais est-ce qu'ils y correspondent bien? C'est toute la question. Ah, pardon, je suis reparti vers l'arrière. Alors, les trucs, mais alors ça, c'est peut-être la classification la plus connue. Donc, début des années 60, bande, tribu, chefferie, État. Voilà. Avec une variante un peu moins utilisée, mais enfin, des fois, on n'utilise pas toute la variante, mais on utilise un des termes de la variante, donc société égalitaire pour commencer, société à rang, société stratifiée, et on finit toujours par l'État. Un raffinement qui date des années 80 sous la plume de Johnson et Earl. Alors là, je n'avais pas la place de tout écrire parce qu'eux, ils font plus de sous-catégories, donc j'ai mis des étoiles là où il y a des sous-catégories en dessous. Cela dit, dans la barbarie et la sauvagerie de Morgan, il y a aussi des sous-catégories en réalité. Mais bon, le groupe local, la société à Big Man, la chefferie et l'État. Vous voyez, c'est assez marrant parce que on a l'impression de, comment dire, ça ressemble un peu au nom des groupes d'extrême gauche. Vous voyez, vous avez une dizaine de mots qui reviennent toujours. C'est le combo qui change, mais voilà, c'est le front judéen du peuple et le front du peuple judéen pour ceux qui ont la référence, mais voilà. Et puis plus récemment, donc sous la plume de Christian Jeunesse, pareil, égalitaire, société à grands hommes, société à big man, société hiérarchisée, société stratifiée. Et puis une typologie qui est quand même un peu nettement en dehors de toutes celles-là, c'est celle de Testard, dont je vais dire quelques mots. Alors, je ne sais pas si je vais enfoncer des portes ouvertes ou pas, c'est le jeu.
Alors, j'emprunte cette présentation à un article de Bruno Boulestin de 2022, auquel je ferai plusieurs fois référence et qui fait une synthèse. En gros, je dirais bien que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est un peu ce qu'il y a dans cet article, comment dire, à ma petite sauce à moi, mais enfin, le fond est vraiment exactement le même. Donc, vous voyez, ces présentations, comment dire, ces classifications, au moins pour les principales d'entre elles, elles varient dans les détails, mais elles procèdent un peu de la même démarche dans l'esprit général quand même. Et si je disais on retrouve les mêmes termes partout, c'est quand même pas complètement un hasard. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire et surtout en quoi on peut les critiquer? Alors, premièrement, pour au moins plusieurs d'entre elles, et même je pense pour toutes en réalité, il n'y a quand même pas beaucoup de catégories. Et ça laisse quand même penser, moi j'ai quand même du mal à penser qu'il n'y a eu que 10 types de sociétés humaines. Voilà, c'est pour le dire. Voilà. Et, alors, qu'il y ait pu avoir 10 grandes familles de sociétés humaines, enfin je dis 10, 8 ou 12 ou 15, hein, enfin, évidemment c'est pas ça la question, ou 3, ou voilà. Mais on voit bien qu'une vraie classification, il faudrait qu'elle soit capable de rentrer un peu plus dans le détail. Au mieux, c'est juste, mais c'est incomplet. Voilà. Alors d'ailleurs, ça n'a pas raté. Il y a quand même pas mal d'auteurs qui ont bien dit, par exemple, les chefferies, j'en reparlerai. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? C'est beaucoup trop large. Et vas-y, il y a les chefferies simples, les chefferies complexes, voire les simples, les moyennes et les complexes, voire les simples inférieurs, les simples supérieurs. Enfin voilà, après, un peu comme dans l'arc-en-ciel, on a des fois taillé des... Voilà. Là où c'est plus embêtant, c'est qu'il y a un mélange de critères qui sont quand même différents, enfin qui se situent sur des ordres différents. Donc, soit la technique et l'économie vont strictement la main dans la main avec les phénomènes sociaux, pourquoi pas, mais on sait tous que c'est pas le cas. Enfin, comment dire que il y a évidemment un rapport. Enfin, le matérialiste qui vous parle ne va pas vous dire que les structures sociales sont sans rapport avec les structures matérielles, mais on sait tous que ce rapport est pas direct. Enfin, un exemple hyper classique en Europe, la marche, disons, aux inégalités, à l'État, à la stratification. Enfin, appelons ça comme on veut. On range ça avec le type de métal. Hein, donc, vas-y, le cuivre, le bronze, le fer, voilà. Mais enfin, les Égyptiens ont construit leur État à partir du bronze, alors qu'en Europe de l'Ouest, au fer, on n'avait a priori toujours pas d'État. En tous les cas, les Germains, a priori, n'étaient pas organisés en État. Et si on va, par exemple, en Mésoamérique, ils n'avaient carrément pas de métal, en tous les cas, à titre d'outil, et ils sont quand même allés à l'État. Vous voyez, donc il y a quand même... il y a quand même un peu de jeu dans le truc. Et si donc on dit là où il y a l'agriculture craque, il y a forcément, je ne sais pas moi, les inégalités, les premières hiérarchies qui se mettent en place, etc., bah, ça pose tout de suite le problème de tous les endroits où ça ne marche pas aussi bien que ça. Voilà. Donc ce n'est pas des trucs, comment dire, c'est pas des classifications absurdes. Elles ont l'air de marcher, mais dès qu'on les prend un peu plus, dès qu'on leur serre un petit peu plus le kiki, ben, on se dit, voilà. Les critères sociologiques sont quand même très flous. Hein, j'y reviendrai, mais quelle est la différence entre une tribu et une bande? Quelle est la différence entre la chefferie et la tribu? Etc., etc. Il n'y a que l'État, on peut dire, bon ça, on voit à peu près ce que c'est, à condition de ne pas trop se poser les questions dans le détail. Hein, mais concédons que l'État, ça va, on cerne à peu près quel genre de bestiole c'est. Mais dès qu'on commence à réfléchir sur les choses d'avant, et en réalité, quand on regarde comment ces auteurs ont défini tout ça, bien souvent, ce qu'on retrouve, c'est des histoires de taille. Un mot dont Testard disait qu'il était totalement fourre-tout, c'était intégration. Et personne ne sait vraiment ce que c'est. Enfin, voilà. Et il y a l'idée qu'en gros, les sociétés à la fois grossissent en taille et s'épaississent en couches. Hein, voilà. Et que donc, plus elles prennent de la surface, plus elles prennent de l'épaisseur avec des couches successives. Alors, ce qui est, encore une fois, pas du tout une idée absurde, sinon personne ne l'aurait défendue, elle se serait fait démolir, etc. Donc on voit bien que, grosso modo, ça marche comme ça, enfin, ça a marché comme ça, l'histoire des sociétés humaines. Mais quand on entre dans le détail, qu'est-ce que c'est que les couches en question ? C'est quoi les strates des sociétés stratifiées? Voilà. Et ben là, cette classification ne nous donne aucune espèce de réponse. Et en réalité, j'y reviendrai notamment pour la chefferie.
comme dans le manuel militaire, hein, de quoi sont les chefs, hein, personne ne sait en fait. Testard signalait un problème avec ces classifications. On n'y voit aucun des grands, à part l'État, mais sinon aucun des grands phénomènes étudiés par les anthropologues sociaux qui sont allés voir des sociétés, qui ont remarqué des choses. Alors pêle-mêle, j'ai mis, je ne sais pas moi, le prix de la fiancée, le prix de l'homme quand vous voulez éteindre une vendetta, l'existence des groupes de parenté, enfin tout un tas de choses qui ont noirci des centaines de bouquins d'anthropologie sociale et sur lesquels on a discuté, etc. Le totémisme, enfin j'en sais rien, tout ce qu'on pourrait imaginer. Rien de tout ça n'apparaît dans les classifications en question. Donc c'est quand même un petit peu étrange. Un peu comme si on avait fait une classification du vivant sans que les bifurcations soient incarnées par des organes identifiés. Voilà. Et on sait bien que justement, on définit le mammifère par un certain nombre d'organes identifiés. Quand elle utilise des critères sociaux, on sent que derrière, quand même, ces classifications sont avant tout politiques. Elles se concentrent sur les niveaux de pouvoir dans la société. Finalement, la bande, c'est la société dans laquelle il y a 0 niveau de pouvoir. La tribu, il y a 1 niveau de pouvoir, mais il n'est pas trop fort. La chefferie, il y a plusieurs niveaux de pouvoir et ça commence à être fort. Et l'État, l'État, c'est bon. Là, c'est le pouvoir dans toute sa splendeur. Petit problème, à aucun moment n'est défini ce qu'on entend par pouvoir et en quoi consiste le pouvoir en question. Et j'y reviendrai encore une fois sur les chefs. Voilà, quelles sont les fonctions et les pouvoirs des chefs en question. Pas une ligne dans la littérature. On parle de la chefferie à longueur de page, mais sans jamais. Voilà. Et donc, là aussi, un côté... j'allais dire aveuglement, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, ces classifications laissent totalement passer la question de la richesse, des éventuelles classes sociales, des choses comme ça. C'est supposé accompagner en filigrane l'évolution générale, mais ça n'apparaît pas de manière explicite dans la classification. Alors, j'ai commencé à dire du mal de la chefferie, je vais continuer. Donc, on définit un type social à lui tout seul, et puis pas rien. Enfin, je veux dire... sur les 4 grands types, c'est le type qu'on retrouve. Je pense que je dis du mal de la chefferie, j'aurais mis société stratifiée, c'était pareil, c'était même motif, même punition. À aucun moment on vous dit quels sont les pouvoirs ou les fonctions de ces chefs. Un État, par exemple, on sait que l'État, il a le pouvoir de mobiliser les gens qui sont en âge de se battre pour les envoyer le jour où il décide une guerre. Et il a un pouvoir de contrainte, c'est-à-dire que ce n'est pas la mobilisation. Qui a envie d'aller faire la guerre et ils y vont, par définition l'État, quand il décide une guerre, vous êtes obligé d'y aller. De la même façon, l'État interdit la vengeance personnelle. Ou en tous les cas, dans le meilleur des cas, vous n'avez le droit de vous venger personnellement que sous son autorisation, voilà, etc., etc. Donc, l'État, quelle que soit sa forme, il y a un certain nombre de choses dont on sait que ce sont des pouvoirs et des pouvoirs au sens strict, direct sur les gens et de contrainte. L'État peut vous obliger ou vous empêcher de faire quelque chose. Quels étaient les pouvoirs des chefs, des chefferies ? Ça n'est jamais dit dans aucun bouquin, ou alors ça m'a échappé, ce qui est possible, parce que vu la quantité, je ne prétends pas tous les avoir lus, mais on discute au mieux du nombre d'étages de chefs. Et donc on vous dit, voilà, il y a les chefferies à 1 étage, les chefferies à 2 étages, les chefferies à 3 étages, etc. Et donc évidemment, on devine que le sens de l'évolution, c'est de passer de 1 à 2, de 2 à 3, etc. Mais de quoi sont faits ces étages ? Qu'est-ce que ces chefs du premier, du deuxième ou du troisième étage ont le droit d'exiger, d'obliger, etc. Ou à défaut même, quelles sont leurs fonctions ? Tout ça est laissé dans un flou, je ne dirais pas artistique, etc. Il y a l'idée que les étages de la chefferie se retrouveraient dans l'inscription archéologique. Un gros site avec des petits sites autour. Les petits sites sont subordonnés aux gros sites. Voilà, ça y est, j'ai trouvé un étage de chefferie, etc., etc. C'est souvent quand même très hâtif, évidemment, parce que on sait tous qu'il peut y avoir des grosses villes ou des gros villages à côté de petits villages, etc. Ça peut
donner ça peut provenir d'un lien de subordination, être lié à un lien de subordination. C'est absolument pas une obligation, comment dire, voilà. Un exemple, j'ai relu vite fait, je dois l'avouer, hein, mais un bouquin, alors je dirais pas qu'il fait autorité, mais enfin qui est un des seuls chercheurs qui a essayé vraiment de prendre le problème à bras-le-corps et qui s'est embêté à faire quelque chose autour. Il discute en long et en large des sources du pouvoir dans ces sociétés, donc être riche, contrôler l'économie, contrôler la chose militaire, contrôler l'idéologie. Tout cela est bel et bon, hein, voilà, mais à aucun moment dans les 200 pages du bouquin, il ne dit, encore une fois, ce que ses chefs pouvaient faire, avaient été en droit d'exiger, de contraindre, etc. Tout ça est totalement transparent. Avec ça, il y a des gens qui ont du coup attaqué le concept de chefferie. Alors, soit en disant il faut le fractionner en petits morceaux pour distinguer donc des sous-catégories, soit carrément pour dire finalement chefferie, tribu, tout ça, on ne sait pas quoi en faire. Donc on rassemble ça dans une catégorie intermédiaire et on appelle ça les Middle Range Societies ou les, je ne sais plus l'autre, les Trans-Egalitarian Societies. Bon voilà, c'est quelque part entre les chasseurs-cueilleurs égalitaires et l'État. Et puis débrouillez-vous avec ça, quoi, hein, voilà. Alors, 2 mots. Je commence à être long, là, hein, ça y est, c'est parti, mon kiki. Hein. Le buffet va refroidir, là. 2 mots. Vous me dites à un moment donné s'il faut que j'accélère, hein, mais je vais essayer de ne pas être trop long. 2 mots quand même sur la classification de Testars, qui est un peu un ovni au milieu de tout ça. Premier point, c'est une classification exclusivement sur critères sociaux. Il n'y a pas de sous-entendu technique du genre c'est là qu'on a l'agriculture, c'est là qu'on a la poterie, etc., etc. Non, c'est purement sur des formes sociales. Alors vous voyez, ça fait un joli tableau comme ça, avec double critère, dont il se trouve qu'à chaque fois, il donne 3 cas. Et donc le double critère, c'est d'une part des structures économiques en ligne, pardon, et des structures politiques. Alors pour essayer d'aller vite, Testars considère qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle la richesse qui est inventée. Pour le dire très vite, c'est le fait que les biens ne servent pas seulement à acheter ou à être échangés contre d'autres biens, mais qu'ils interviennent plus largement dans le jeu social et qu'avec des biens, vous pouvez acheter des droits sur des humains. Voilà, c'est ça le fond de l'affaire. Je ne rentre pas dans les détails, etc. Donc il appelait ça le monde 1, le monde 2 quand il y a la richesse, mais pas encore les classes sociales, le monde 3 quand il y a les classes. Et pareil sur le plan politique, quand il n'y a rien qui ressemble à une organisation politique et que la politique se gère de manière spontanée, il appelait ça l'organisation minimale. Quand la politique, la violence est monopolisée par, vous connaissez tous la définition, voilà, monopolisée par un organisme séparé de la société, ça s'appelle l'État. Et puis tout ce qui est un peu entre les deux, il appelait ça les semi-États. Donc ça donne 9 possibilités théoriques, mais seulement 5 qui étaient réalisées, et il disait il y avait 4 cas qui ne se rencontrent dans aucune société humaine. Alors ça c'est mon tableau à moi qui vous donne le grand cadre, mais lui il s'était embêté, il était allé dans les détails, et pour vous montrer que lui il s'était pas arrêté à ça, voilà le tableau qu'il propose. Évidemment c'est écrit un peu petit, vous n'allez pas tout voir, mais qui était une esquisse de classification plus fine avec ensuite des sous-critères. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? La première chose, c'est que un bon point, à mes yeux en tous les cas, pas que au mien, mais enfin voilà, c'est qu'on a une classification purement sociale. On peut évidemment ensuite se poser le problème de savoir est-ce que ça correspond à des transformations techniques, dans quelle mesure, comment, etc., et à faire des lois matérialistes avec ça, mais on part d'une classification sociale. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Deuxième chose, clairement, cette volonté de rigueur, de finesse, de précision, et de ne pas en rester à quelques 3 ou 4 grands types fourre-tout, mais à aller dans le détail pour avoir quelque chose de vraiment opérant. Là où, à mon avis, ça fonctionne quand même bien, c'est son histoire de richesse et donc de monde, alors je la refais vite, mais enfin, le monde 1 par opposition aux 2 autres, même si on peut pinailler, je me suis permis de pinailler dans 1 ou 2 travaux autour de ça, voilà, et d'aller un petit peu plus loin que ce qu'il a été. À mon avis, quand même, globalement, l'idée qu'il y a des sociétés humaines, en gros, qui ne jouent pas avec les biens dans leurs rapports sociaux, et d'autres qui jouent avec les biens dans leurs rapports sociaux, c'est une idée puissante qui fonctionne bien, et voilà, ça, il n'y a pas de souci.
En revanche, à mon avis, sa délimitation des classes sociales, elle ne marche pas du tout. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais enfin, il définit ça par un type de propriété foncière. Et voilà, mon avis. Et alors, le pire, c'est que j'ai bien le problème, pas la queue de la solution, hein, mais voilà, je pense que ça ne marche pas. Pareil pour cette idée de semi-État, c'est au mieux une esquisse, mais il y a quand même des tas de problèmes liés à ça. Et dans le tableau, nulle part on voit des sociétés polynésiennes. Ils ne savaient pas où les ranger. Quand vous ne savez pas où ranger un truc dans un tableau, il y a une petite chance que ce soit le tableau qui pose, qui a un petit vice de feu. Alors, un petit, un moyen, un gros, ça, c'est compliqué. Encore une fois, personne est passé derrière lui pour faire mieux, hein, jusqu'à maintenant. Donc, à mon avis, c'est sans doute le meilleur point de départ qu'on ait pour l'instant, mais on est encore assez loin du compte. Et d'ailleurs, Testard lui-même disait, quand il présentait ça, c'est une esquisse, c'est le début, mais voilà. Alors, si j'ai encore le temps de bavarder un peu, j'ai encore le temps, ouais. Un truc quand même, il y a des critiques ou des idées qui passent souvent et qui parfois sont, à mon avis, un petit peu à côté de la plaque. Il y a des grandes discussions sur l'unilinéarité. Hein, et on reproche beaucoup aux premiers évolutionnistes d'avoir été unilinéaires. Hein, c'est-à-dire, vous avez une séquence de sociétés et plouf, de dire ben voilà, tout le monde passe par la même séquence, quitte à ce qu'il y en ait qui se soient arrêtés en chemin ou qui soient allés plus vite que d'autres, mais voilà, en tous les cas, l'ordre de la séquence est la même. Alors, comment dire ? Premièrement, il ne faut pas confondre l'unilinéarité et le fait qu'il puisse y avoir des retours en arrière. Vous connaissez peut-être ce schéma qui avait été proposé par Jean-Paul Demoule pour les sociétés européennes, disons, du néolithique jusqu'aux âges des métaux, avec l'idée de monter en inégalité, en stratification, puis de rechute, puis de remontée, puis de rechute, etc. Vous pouvez très bien avoir ça dans un cadre de pensée unilinéaire. C'est deux choses différentes. Encore une fois, l'unilinéarité, c'est de dire il y a une route, la même pour tout le monde. Le fait de faire, après, le fait de faire, je vais y arriver, pardon, des retours en arrière, ça peut être des retours en arrière sur la même route. Hein, vous voyez, donc on peut très bien imaginer un schéma unilinéaire des sociétés avec des régressions. C'est pas incompatible. C'est deux idées différentes. Deuxième erreur. On oppose de manière absolue les schémas ou les classifications unilinéaires et les classifications plurilinéaires. À mon avis, il n'y a pas d'opposition absolue entre les deux. Une classification peut très bien être à la fois unilinéaire et multilinéaire, et je vais le démontrer. Vous pouvez avoir une classification qui est unilinéaire dans ses catégories les plus larges, et plurilinéaire quand vous descendez dans les détails. Et à mon avis, c'est le cas de la classification de Testard. Si vous dites qu'il y a les sociétés sans richesse, les sociétés à richesse mais sans classe sociale et les sociétés avec des classes sociales, c'est une classification unilinéaire. Il y a l'idée que les sociétés humaines, elles ont forcément commencé à la première. Celles qui ont changé, c'est pour aller dans la deuxième. Personne n'a sauté directement à la troisième, etc. etc. Voilà. Donc c'est le même chemin que tout le monde a suivi. Ça n'empêche pas de penser qu'au sein de ce chemin très général, il y avait différents types de sociétés du monde 1, différents types de sociétés du monde 2, différents types de sociétés du monde 3, et qui a pu avoir des voies, alors là, rayer les mentions inutiles, parallèles, divergentes, convergentes. Hein, voilà. Et donc on peut faire à la fois de l'unilinéarité à un certain degré de généralité et de la multilinéarité quand on rentre dans les détails. Ce n'est pas incompatible. Alors, j'en arrive à dire du mal, non pas du mal, mais quelques trucs à propos de l'archéologie. Donc je m'aventure sur le domaine qui n'est pas le mien, mais je pense que vous aurez à cœur de me corriger si je dis des bêtises. Un certain nombre, je crois, de collègues en archéologie ont parfois, face à ce vertige de l'anthropologie sociale qui finalement apporte des modèles
concurrents divers et qui, au bout du compte, je dirais pas qu'il y a un modèle par chercheur, mais enfin, en tous les cas, on a l'impression d'une espèce de grand marché du modèle comme ça, où chacun peut finalement piocher, après tout, qui a raison, qui a tort là-dedans. Voilà. Un certain nombre de collègues archéologues, des fois, se réfugient en disant, bon, bah, ils sont bien gentils, les anthropologues sociaux, mais enfin, moi, je vais faire un peu de science, hein, voilà. Les données, la matérialité, tout ça, il n'y a rien de tel. J'ai eu, je peux raconter 5 minutes ma vie, mais on a fait un colloque à Toulouse là, au printemps sur les conflits armés dans les sociétés humaines. Moi, en bon anthropologue, j'ai commencé par faire toute une typologie avec tous les types de conflits différents que j'avais trouvés. Vous voyez, pour sortir de soit c'est la guerre, soit c'est la paix. Ben, en fait, il y a plein d'autres trucs qui sont ni de la guerre ni de la paix. Voilà. Et à la fin du colloque, il y a un collègue archéo, j'allais dire ça n'a pas loupé, mais c'est normal, hein, qui a dit bon, c'est bien gentil tout ça, mais nous, en archéo, qu'est-ce qu'on va en retrouver ? Rien. Enfin, on va retrouver des gens qui se sont bastonnés, mais comment voulez-vous savoir que c'était le type A plutôt que le type B, etc. Donc finalement, tout ça, ça ne nous sert à rien. Alors moi, j'ai tendance à penser que ça sert quand même au moins à quelque chose, c'est de savoir qu'on ne dit pas tout de suite c'est une guerre. Voilà. Et que quand on retrouve des gens qui se font tuer, au moins, on n'est pas prisonnier de nos petites catégories qu'on a en petit nombre dans notre tête de gens qui ont grandi dans une société étatique, et que voilà, on sait qu'il y a d'autres possibilités. Mais encore une fois, il y a une crainte parmi les archéologues et qui se transforme parfois en crainte ou en rejet du comparatisme. Qu'est-ce qui viennent nous embêter, là, les anthropologues sociaux, avec leurs modèles ? Chacun sait que les sociétés du passé ne sont pas les calques de... voilà, les Magdaléniens, ce pas les Inuits, etc. Donc le comparatisme, oula, c'est pas bien. Alors oui, les Magdaléniens, c'est pas les Inuits. Je dirais même que les Inuits ne sont eux-mêmes pas les Inuits, au sens où les Inuits de 1900 ne sont pas ceux de 1800, qui ne sont pas ceux de 1700, etc. Et il faut aussi faire l'archéologie des Inuits. La question est-ce qu'une fois qu'on a dit ça, on rejette par principe tout principe de comparaison ? Et là, ça me semble carrément sauter de l'autre côté du cheval, ou du tyrannosaure en l'occurrence. Que font les paléontologues quand ils sont capables de vous dire les tyrannosaures, ça courait comme ça, c'était carnivore, etc. On n'a jamais vu un tyrannosaure courir et on n'a jamais vu un tyrannosaure se nourrir. Je ne crois pas qu'on ait retrouvé quoi que ce soit dans l'estomac d'un tyrannosaure. Alors sinon, je prendrais une autre bête si quelqu'un me contredit. Voilà. Pourtant, on peut dire quand même avec une certaine assurance comment à peu près il galopait et qu'est-ce qu'il mangeait. Pourquoi ? Parce qu'on a étudié des dizaines de milliers d'espèces vivantes et qu'on est capable de faire la sarique de Cuvier, là, de faire des corrélations et de dire quand les os du bassin ont cette forme-là, ça court comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a un lien de nécessité entre les deux. Quand les dents ont cette forme, c'est que le régime alimentaire, c'est celui-là. Et d'ailleurs, il y a un lien de nécessité entre les deux. Et moi, je pense qu'effectivement, les Inuits, les aborigènes australiens, tout ce que vous voulez, ne nous diront jamais directement ce qu'étaient les gens de Lascaux, évidemment, mais que si on arrive à bien raisonner sur les Inuits, sur les aborigènes, à voir justement ce qui est une corrélation, ce qui est une apparence de corrélation, mais qu'en n'est pas, etc., et d'en sortir quelques bonnes régularités bien robustes, on cernera d'un peu plus près ce qu'étaient ou que n'étaient pas les Magdaléniens, exactement comme on peut cerner d'un peu plus près comment vivait le tyrannosaure, voilà, avec un degré de confiance. Voilà. Bon. Alors, deuxième point, donc ça c'est le premier, en gros, si je ne le vois pas en archéo, est-ce que ça n'a pas existé ? C'est la réaction du collègue sur les types de conflits, ou en tous les cas ça a existé, mais je m'en fous, puisque de toute façon je ne le verrai jamais. Je pense que ce n'est pas la bonne attitude. Et il me semble que si l'archéologie avait le tort de dire oulala, moi l'anthroposocial, etc., je veux pas en entendre parler, ça mène à deux choses. C'est soit on dit finalement faire de l'archéologie, c'est faire des rapports de fouilles. Alors je suis pas en train de dire que les rapports de fouilles servent à rien, c'est la base de tout, c'est ça qui donne toute la matière, etc. Mais si vraiment on était condamné à s'en arrêter là, ça serait quand même un peu triste. Je veux dire, c'est comme les historiens quand ils étudient les sources. Le but, c'est quand même de comprendre la société qui a émis ces sources. Et je pense que voilà, quand on fait de l'archéologie, on a quand même le souci de se dire, au bout du compte, il faut que ce soit une science sociale.
Ou alors, on refait la vieille erreur de méthode, on dit moi je repars de ce que je trouve et je vais faire la classification d'après ça. Alors ça, encore une fois, je pense que c'est absolument pas inutile. Et bien sûr que quand on fait de l'archéologie, on se dit, je retrouve, j'en sais rien, moi, de la céramique. Je trie mes céramiques, je fais des groupes, etc. Et puis je m'aperçois que tel groupe, c'est à tel endroit, à telle époque. Ça me sert à dater d'autres trucs, etc., etc. Et je fais des corrélations comme ça. Mais faire ça ne dispensera jamais de devoir penser les dimensions sociales. Et les dimensions sociales, on ne les attrapera pas en commençant par la dimension matérielle. Voilà. Alors, juste pour illustrer tout ça, un cas qui vous occupe tous, enfin j'imagine, en tous les cas qui est dans le périmètre du colloque, on trouve donc un gus, enfin on en trouve même plusieurs, à l'âge du fer, enterré manifestement avec, un barda qui n'était pas le barda de Monsieur Tout-le-Monde, et voilà, donc on se dit, ça c'est quelqu'un d'important, hein, voilà. Et alors, c'était qui ? Et quoi ? Et on va se poser un certain nombre de questions. Alors, en termes politiques, c'est un chef, puisque c'est une chefferie. Bon, ok. Ce chef, était-il élu ? Était-il désigné par héritage ? Quel pouvoir avait-il sur les autres puissants ? Parce qu'il n'était sûrement pas tout seul. Est-ce que c'était un premier entre les pairs ? Est-ce que c'était un vrai roi, je ne sais pas quoi, avec une autorité il avait le droit d'obliger les autres à, ou de leur interdire d'eux, etc., etc. Quel rapport avait-il avec les hommes du commun ? Avec les gens du commun, pas que les hommes, mais est-ce qu'il pouvait les obliger à faire un service militaire ? Est-ce qu'il pouvait lever l'impôt ? Est-ce que, etc., etc. Alors, vous voyez que je pose exprès tout un tas de questions auxquelles, à mon avis, vous n'avez pas de réponse parce que c'est strictement impossible d'en avoir dans l'état actuel de nos connaissances. Alors, on va dire, consolons-nous, peut-être qu'en discutant économie, on en saura plus. J'ai peur que non. Ces richesses-là, est-ce qu'il les tirait est-ce qu'il les tirait de l'impôt ? Parce qu'il était chef politique et qu'il avait le droit de collecter l'impôt et que sa caisse personnelle, en gros, c'était la caisse de l'État. Est-ce que non, pas du tout. C'était un grand propriétaire foncier et il faisait payer une rente foncière à des tenanciers. Bonne question. Voilà. Est-ce que c'était un esclavagiste ou quelqu'un qui avait des dépendants, une forme de servage ou un truc comme ça, voilà. Est-ce que c'était un chef de guerre et qu'une bonne partie des trucs, il les obtenait par pillage ? Ou est-ce que c'était un gars qui contrôlait des routes commerciales, etc. Alors vous allez me dire, si ça vient de loin, c'est que c'est forcément des routes commerciales. C'est pas si simple. En tous les cas, juste pour s'arrêter sur ce plan-là, vous voyez que toutes ces questions-là, on ne sait pas y répondre en réalité. Et comme on ne sait pas y répondre, on s'est dit, mais comment on va les appeler ? Et là, on a eu l'idée d'aller chercher le mot prince, qui suggère un peu de politique sans dire quelque chose de très précis, qui suggère que le type, il était riche, ou la dame était riche, mais en fait, voilà. Et en fait, on peut juste dire c'est des gens puissants, importants. Mais comment, quel type de société c'était ? Est-ce que c'était une société fortement structurée politiquement ? Quel type d'économie, au sens quel type de rapport économique y régnait ? J'ai bien peur qu'on ne sache pas répondre à ces questions dans l'état actuel des choses. Juste pour continuer à vous embêter, les archéologues étudient la circulation, notamment la circulation des objets. Et là, mauvaise nouvelle, mais enfin, ce n'est pas une nouvelle, mais n'oublions jamais que la circulation qui étudie l'archéologie est une circulation spatiale. Ce n'est pas la circulation au sens économique. La circulation spatiale, c'est est-ce que l'objet a changé de lieu ? Ça, c'est en archéo, on peut le savoir. Ça vient de tel endroit, ça avait été fabriqué avec du matériau qui, etc., etc. Et on fait des tas d'études fort utiles sur les réseaux de circulation spatiale. Mais vous comprenez que quand on parle de circulation en économie, on parle d'autre chose. On parle du fait que des droits de propriété changent sur les objets. Alors, des fois, l'un va avec l'autre, puis des fois, l'un ne va pas du tout avec l'autre. Quand vous vendez une maison, c'est de la circulation économique, mais la maison, elle ne bouge pas, il n'y a pas de circulation spatiale. Et l'archéologue qui devrait identifier une vente de maison, je lui souhaite bien du plaisir, parce que lui, il retrouve la maison, il n'y a aucun moyen de savoir que le propriétaire a changé. Quand je pars en vacances avec dans mes valises tout un tas de trucs, dont, mettons, je dis n'importe quoi, mais des bijoux de famille, j'en ai pas, mais voilà.
l'archéologue, il va dire, tiens, je retrouve des bijoux qui n'étaient pas là, qui ne viennent pas d'ici, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été échangés. Hein, ça veut juste dire que le propriétaire s'est déplacé avec. Voyez. Et donc, on ne parle pas tout à fait, et je dirais même par certains côtés, pas du tout de la même réalité quand on parle de la circulation physique et de la circulation spatiale. Au passage, pareil, on a des fois tendance à penser que changement de main égale échange. Parce qu'on vit dans une société de marché où on a ça en tête. Et voilà. Jamais perdre de vue que les biens peuvent changer de main pour des tas d'autres raisons que pour l'échange. Alors Testard avait là aussi fait une très jolie typologie, hein, en rappelant que les objets peuvent être donnés, ils peuvent être échangés et de au moins deux façons différentes. Il y a ce qu'on appelle l'échange marchand, ça c'est ce que nous on connaît. Hein. Vous allez à la boulangerie, les baguettes sont en vente. Et tout client qui se pointe et qui veut l'acheter doit pouvoir l'acheter. Et c'est même puni par la loi de ne pas vendre à quelqu'un. Vous voyez, on est dans une société où l'échange... il y a des tas de sociétés, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. On n'échange qu'avec des gens avec qui on a déjà des bonnes relations personnelles. Et c'est uniquement quand on est déjà bien copains ou qu'on a une relation officielle d'échangiste que... Ah, là, d'accord, on va pouvoir transférer qui la hache, qui le collier, etc. Et le marché tel que nous on le connaît, c'est quelque chose qui apparaît très 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 tard finalement dans les sociétés humaines. Testard parlait des transferts du troisième type. Il y a un certain nombre de circonstances où vous êtes obligé, pour un certain nombre de raisons, de donner le bien sans contrepartie. L'exemple moderne très facile, c'est les impôts. Voilà, donc c'est pas un échange. L'État vous dit, vous devez tant d'impôts, vous les payez. Voilà, c'est comme ça. Et je sais pas moi, le prince de la tombe précédente, est-ce que ces richesses, il les avait échangées ou est-ce que, en vertu de ses droits politiques, de parenté, de tout ce qu'on veut, il les avait peut-être tout simplement reçus. Et puis évidemment, il y a les transferts du quatrième type, c'est Al Capone, ou qui on veut, mais enfin voilà, c'est ou tout simplement un bon gros pillage comme plein de sociétés en connaissent. Voilà. Donc tout ça pour dire que avec ça, on fabrique des sociétés et des structures économiques et sociales très différentes. Hein. Une société où les riches financent les choses publiques par le don, ce qui s'appelle dans l'Antiquité l'évergétisme, et chez les papous, les big men qui disent un jour je finance la construction de la maison des hommes, etc., etc. C'est des tout autres rapports, ou même encore aujourd'hui, les riches qui aux États-Unis disent je vais créer un hôpital, ou etc., etc. C'est d'autres rapports sociaux qu'une société où c'est l'impôt qui décide combien les riches doivent payer et qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Même sur la base d'une économie industrielle, je me suis demandé, comme ça, mais un archéologue qui fouillerait la Russie de 1950, oublions l'écriture, évidemment, est-ce qu'il arriverait à voir dans la structure industrielle que c'était une économie planifiée versus, nous, une économie de marché, vous voyez, à technique égale? Il y a peut-être des indices d'une standardisation, etc., mais l'absence des panneaux de pub, peut-être. Mais vous voyez, mais c'est pas si évident que ça. Voilà. Hein, en tous les cas, par exemple, les Incas, manifestement, l'État Inca vivait sur la base d'impôts prélevés en nature, etc. C'était très peu marchandisé. Voilà. Et donc, les Incas et Athènes, c'est pas du tout le même type de société, même si les deux sont des États. Voilà. Il y a des débats que vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi, hein, pour savoir la production artisanale qu'on dirigeait en gros vers les élites. Est-ce que ces artisans sont en gros des dépendants des élites et où finalement tout ça, ça ressemble un peu à... j'allais dire à l'URSS ou à l'Empire Inca ou à des choses comme ça, ou est-ce que c'est le marché façon moderne, voilà, des artisans de luxe qui vendaient au palais, etc. Bien malin qui peut le dire à partir des traces archéologiques, c'est quand même très compliqué. Je ne dis pas qu'on n'y arrivera jamais, je dis qu'il faut être conscient du problème pour avoir une chance de trouver un jour la solution. Voilà. Alors, c'est bon, j'arrive au bout, je vais finir de vous embêter. Donc je laisse la parole à Boulestin qui avait tout à fait bien résumé ça, et je crois que c'était sa conclusion d'ailleurs dans son article de 2022, qui disait
le défi de la caractérisation politique. Alors moi je rajoute et économique. Lui il se focalisait beaucoup sur le concept de chefferie, de prince, de roi, etc. Mais je rajoute que pour l'économie, à mon avis, c'est la même chose. Des sociétés néolithiques et proto-historiques n'est donc pas simple. Et après plusieurs décennies passées à retourner les mêmes classifications ou des classifications voisines, dans un sens et dans l'autre, nous sommes maintenant arrivés à un moment où nous n'avons plus aucun espoir de progresser en restant sur les mêmes bases, rassurez-vous, et où nous devons construire un autre cadre de référence si nous voulons aller plus avant, quelles que soient les difficultés de l'entreprise. Et il rajoutait, avec une certaine malice, d'ici à ce qu'on en soit là, nul doute que l'on rencontrera encore beaucoup de chefs, de princes et de rois dans la littérature archéologique, mais soyons alors conscients de ce qui se trouve derrière ces termes et surtout de ce qui ne s'y trouve pas et du fait que ce sont des mots qu'on emploie quand même un peu faute de mieux, mais sans trop savoir ce qu'ils veulent dire. Alors, juste pour finir sur une note quand même un petit peu optimiste, Testard avait quand même, à mon avis, tracé la voie de ce qu'il fallait faire, même si la mauvaise nouvelle, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait envie de le faire, mais voilà. Si nous voulons créer une vraie classification des sociétés, il convient de prendre en considération les données sociales qui paraissent sociologiquement pertinentes. C'est à la limite du pléonasme, mais il a raison d'enfoncer le clou, indépendamment de toute autre préoccupation. Ce n'est qu'ensuite qu'on pourra se poser la question de savoir quels critères peuvent être imaginés, quelles méthodes archéo peuvent être élaborées, et ça sera forcément dur, pour repérer les catégories sociales. Autrement dit, il faut vraiment ne pas penser que l'espoir viendra d'une énième classification techno, etc., à partir des artefacts archéologiques, qui sont encore une fois des repères indispensables pour vous, etc., mais qui ne disent rien des sociétés. Il faut que les anthropologues sociaux se mettent au boulot, explorent déjà pour commencer les cas ethnologiques et arrivent à faire quelque chose à partir de ça qui soit... voilà. Et que dans un deuxième temps, on se demande, bon, mais alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont comme pratique funéraire, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont comme type d'objet qui ne sert à rien, etc., etc. Et qu'on puisse arriver à trouver, à s'approcher un peu de cette petite sarigue de Cuvier un de ces jours. Donc, il faut un travail collaboratif entre l'anthropologie sociale et l'archéologie. Il y aura forcément des retours, des allers-retours, évidemment, mais je pense que c'est quand même l'anthropologie sociale qui a les clés, au moins du début de la démarche. Malheureusement, et ça c'est la mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas une nouvelle, il y a très peu d'anthropologues sociaux qui ont ça dans l'idée. Ces préoccupations-là ont complètement disparu des radars, ou presque, notamment en France. J'ajouterais que le fait que pour devenir docteur en anthropologie, on vous impose de faire un terrain, donc par définition sur une société actuelle, ne favorise pas le fait que les anthropologues s'intéressent aux sociétés du passé, etc. Parce que par définition, ils sont orientés en dehors de ça, dans le cours même de leur cursus. Moi qui vous parle, j'ai un parcours complètement incongru, bizarre, etc. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je suis là. Donc l'idée, mon idée en tous les cas, enfin je dis je pense que je ne suis pas tout à fait tout seul, mais il y avait une tentative qui avait été faite dans les années 60, ça s'appelait l'Ethnographic Atlas, qui était honorable, enfin très louable dans son principe, qui malheureusement souffre de tout un tas de défauts et de son manque de précision globale, etc., etc. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faudrait essayer d'arriver à faire en prenant au sérieux un certain nombre de dimensions des sociétés et d'arriver enfin à faire une typologie qu'on puisse utiliser. Mais tout ça est pour l'instant un vœu presque pieux, même si évidemment il y a des gens qui commencent à essayer de poser des bases, mais le boulot par rapport aux forces disponibles pour le faire, voilà. N'attendez pas trop après nous dans un avenir proche. Voilà, et écoutez, merci de m'avoir supporté jusqu'au bout. Et, Merci beaucoup. Thank you so much. It was very, very interesting. I think it highlights a lot of the issue we'll talk about the two next week. Is there any question in French, English, or every language you want? Yeah. Then.
Thank you so much. I'm unfortunately not a French speaker, so I understood maybe 50% of what you said, but it was really, really interesting. I was just wondering, in what ways do you think that archaeology can and should contribute to this new atlas? A lot. The problem is we should start by social and sociological concerns. And after all, almost immediately, I think, we should ask for archaeologists, what kind of things do you find? We all know the funeral problems and luxury goods and so on, but maybe bizarre things. So ask the social anthropology if we have some equivalents and some things like this. So it should be a pool, a pool of scholars, but I think it's a huge task, and I don't know many colleagues for this task, but maybe we'll start in some months, some years, I don't know. Sorry. The question, yes. Josette Rivera. Merci. Là, je vais vous parler en français. Hein. Et quand ça me dérange pas. Bon, tant mieux. Et quand j'écoute ce type de réflexion, qui est fort intéressante, je me demande si les gens qui sont dans des sociétés autrement structurées que nous, parce que nous avons des a priori, qu'est-ce qu'ils diraient de nos réflexions, hein? Parce qu'il n'y a pas que nous avoir une certaine dimension de la durée dans le temps, hein? Et le type de classification qu'on adopte n'est pas celui des autres. Quand on travaille avec les autres, on s'en rend bien compte. Et c'est assez amusant d'essayer de comparer. Et ces types de classifications sont souvent extrêmement structurés. Mais on a tendance à se regarder le nombril et à ne regarder que les nôtres. Ben, c'est pour ça que l'anthropologie sociale, je trouve ça intéressant. C'est que justement, ça aide à sortir de l'ethnocentrisme et des catégories qui nous semblent à nous les catégories naturelles, entre guillemets, pour classer les choses. Effectivement, d'autres sociétés ont d'autres catégories, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres sociétés qui se sont posé le problème de classifier toutes les autres sociétés, etc. Enfin, pour faire ça, il fallait avoir accumulé quand même des connaissances sur tout un tas de sociétés diverses, etc. Mais en tous les cas, oui, la tâche... Je pense que quelqu'un, alors tous les chercheurs, même si j'ai critiqué en partie leurs résultats, je pense qu'ils avaient ça en tête, c'est de se dire, il doit y avoir quand même une classification objective qui fonctionne, indépendamment du fait qu'elle correspond aux catégories, occidentales ou pas, voilà, enfin, y compris, vous voyez, cette histoire de richesse, par exemple. Il y a pas mal de chercheurs qui disent en gros... richesse et ressources, c'est la même chose. Enfin, ils le disent. Ils emploient indifféremment les deux mots. Et vous voyez, on s'est toujours battu pour des richesses, on s'est toujours battu pour des ressources, c'est la même chose, etc. Les femmes, c'était une richesse, etc., etc. Alors, toujours, eh ben non, en fait, c'est plus subtil que ça, etc. Parce qu'on est dans une société où, justement, toute ressource est susceptible de devenir une richesse, donc on ne se pose pas la question. Voilà. Et Testard, il a eu ce mérite de montrer que ce qui nous semblait être quelque chose qui va de soi, etc., non, en fait, ça ne va pas de soi et qu'il y a des sociétés, justement, qui ne font pas le même lien. Encore une fois, l'objectif, c'est de parvenir à une approche scientifique, donc objective, voilà, indépendamment des ethnocentrismes des uns, des autres, etc., et de se demander quels sont les bons critères qui vont nous permettre enfin de ranger tout ça. Mais voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, évidemment. Mais, donc, à part dire, bah oui, le problème, il existe, et justement, il faut se retrousser les manches et essayer de le résoudre, j'ai pas la réponse toute faite. Hein. Other questions or remarks? Alexis Gorg. Bon, je
je parle en anglais, désolé. Mais thank you so much first for your presentation. That was really, really rich. I learned things. It makes me think a lot, even if I think you're a bit pessimistic, because in effect, when you see only a tomb, you cannot answer many questions. But if you see the tomb, the village that is beside it, the town that is farther on, the workshops, you may have, I think, ideas a bit more specific about how society work. I think you're a bit also pessimistic about our ideas of circulation, because non-merchant trade or non-merchant transaction or even gift giving are ideas that are manipulated in archaeology since 100 years more or less now. So I think this is always a risk, because I will probably do the same thing when we look at another discipline. We may have a rather reductory, let's say, perspective about what they do. The main question for me, and it's really a question, it's whether it is factible to work together with having so much different resources on a common typology, and I don't even know. I'm not even sure if it's something that we should desire, or maybe we should prefer having a different perspective towards the same object. So seeing the same object from two different perspectives in order to have a richer approach to the diversity of societies. And I will just emphasize two ideas I had when you presented these attempts for typologies. When I was seeing that, I was thinking that it would basically, when you are assigning a society to a type, you are considering it's a static thing. It doesn't move so much. While in archaeology, what we see are dynamics. And I can even get why, because cultural anthropology exists since 200 and something years. Part of the humanity when many society, at least from our perspective, didn't move. While we see societies for moving for 500, 1,000 years. So for us, it's, if we do something, if we have a typological approach about that, it should include this dynamic perspective rather than a static one. And the other thing is that for me, my sensation also is that it's reducing the society to its outer envelope, to its most visible characteristic. For example, when we speak about a state society, you are right, we all know what it is. But even a state can include clans, Rome, for example. State can include informal institution, non-third-party resolution conflict, and all this can be stratified. So the problem also is that the first thing I think we would have to agree upon is the scale of what we are trying to sort, and to characterize. So once more, I enjoyed really your paper, but it provides a lot of food for thought. So. Je vais répondre en français parce que mon anglais est quand même un peu hésitant. Mais non, mais tout ça, c'est évidemment que c'est des vrais problèmes. Alors, le fait que les sociétés bougent, bah oui, un vieux sage disait il y a déjà très longtemps, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Hein, et toutes les sciences ont le problème qu'elles étudient des phénomènes dynamiques avec des catégories fixes. Hein. J'ai parlé des espèces, il n'y a rien de plus simple qu'une espèce, tchac, hein, voilà, mais enfin, sauf que sans arrêt, les espèces, il y a des phénomènes de spéciation, il y a voilà, tout ça, ça bouge. Donc effectivement, on a forcément le problème de piger les dynamiques des sociétés. À mon avis, on ne peut pas comprendre les dynamiques si on n'a pas déjà au départ des catégories fixes.
Voilà. Et quand déjà les catégories fixes, on les a pas, ou alors on attrape des dynamiques superficielles du genre, je sais pas moi, il y a de plus en plus de commerce de scie, ça se développe comme ça, les murs ils montent, voilà, ça des dynamiques au sens, il se passe un phénomène inscrit dans le temps, mais en quoi c'est vraiment, à quelle dynamique sociale ça correspond, voilà. Je parlais du bouquin de Earl là sur la chefferie. En gros, tout son truc, c'est comment les chefs peuvent avoir des stratégies pour que leur pouvoir se renforce. Ok, mais il parle sans arrêt du renforcement du pouvoir des chefs, sans jamais parler de quels sont ces pouvoirs. Est-ce que les chefs acquièrent des nouveaux pouvoirs qu'ils n'avaient pas? Est-ce qu'ils avaient des pouvoirs informels qu'ils arrivent à formaliser? Tout ça, il n'en parle pas, à mon avis, parce que justement... il attaque la montagne par le versant archéologique et que ça, en archéo, il aura beaucoup de mal à le voir. En tous les cas, par la voie directe. Alors, juste peut-être pour finir là-dessus, pour ne pas y passer la soirée en dialogue, mais moi, je ne pense pas que la classification nécessaire remplacera les classifications utilisées par les archéologues. Je pense que l'archéologie, elle a besoin de ces classifications à elle, et que, par exemple, je ne sais pas moi, le rubané, voilà, c'est bien utile. Et puis dans le rubané, les sous-trucs qui permettent de s'y retrouver, etc. Et je ne suis pas en train de dire oubliez l'âge du fer, oubliez le rubané, etc. La question, c'est si je parle du rubané ou de tel sous-type du rubané, alors c'est là où mes compétences s'arrêtent, etc. Mais quel genre de société c'était? Et c'est là où, faute d'avoir une classification sociale, voilà, on va dire des choses. Si on veut n'avoir... Alors, soit on dit, je prends des éléments d'une classification, c'était une société, c'était tribu. Ah non, c'était société à Big Man. Ah non, c'était... Voilà, mais donc je suis bien obligé d'aller chercher des choses dans les... Voilà. Soit je dis... je me méfie de toutes ces classifications. C'était une société égalitaire, mais en fait, je fais de la classification sans le dire. Voilà. Et c'est là où je pense qu'à un moment donné, si on veut, il faut qu'on arrive à construire une vraie classification des sociétés et où les archéologues pourront ensuite essayer de ranger, parce qu'on aura fait des corrélations entre... il y a quand même, il y a des collègues qui ont essayé de bosser là-dessus. Tous les travaux qui ont été faits ces dernières années autour du mégalithisme, de pourquoi les sociétés elles lèvent des pierres, comment elles font quand elles lèvent des petites pierres, quels sont les types de sociétés qui enlèvent des grosses, etc. Il y a quand même des débuts de jolis résultats et on peut commencer à dire voilà, si je vois certaines grosses pierres levées, je peux quand même en conclure que, ou je peux me méfier des conclusions hâtives du genre je vois une très grosse pierre, c'est qu'il y avait un chef qui avait beaucoup de pouvoir. Non, des fois, il suffit que le mec il ait beaucoup d'argent et qu'il dise en l'honneur de moi, j'organise un grand festin pendant une semaine, je nourris tout le village si on lève la grosse pierre. Et donc, c'est pas forcément une chefferie politique et encore moins un État. Ça, voilà. C'est des anthropologues, Testard, Boulestin, Jeunesse, pour ne parler que d'eux, mais qui ont commencé à creuser ce sillon. Et puis, à mon avis, il y a encore pas mal de boulot, quoi. Voilà. Je vais parler en français comme ça. Je vais éviter d'imposer mon accent 2 fois d'affilée aux gens. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi, mon but, c'est pas de vous dire qu'on va défendre la permanence des catégories passées en archéologie. C'est pas ça. Et je suis bien d'accord pour dire que le but de l'archéologie, c'est comprendre comment les sociétés fonctionnent. Et ça doit être notre but. Notre but ultime, c'est ça, c'est décrire le fonctionnement de société. Le problème qu'on a, c'est plutôt d'essayer de réduire ça à un objectif commun à l'anthropologie culturelle. Pour moi, on n'a pas les mêmes sources, vraiment, et on ne peut pas, je pense, soutenir le même degré d'interprétation. D'ailleurs, on peut aller très loin d'interprétation, mais elle va prendre d'autres chemins, elle va porter le regard sur d'autres aspects. C'est pour ça que je dis que, pour moi, la solution, la voie que personnellement, que je trouve la plus riche, c'est pas forcément de se dire on va essayer de compresser nos catégories analytiques dans l'anthropologie culturelle pour essayer d'avoir que ça marche comme ça. C'est plutôt de dire on a exactement comme l'archéologue et l'historien regardent le même objet avec 2 perspectives différentes, et donc
décrit finalement, elle analyse de façon différente, l'archéologue et l'anthropologue vont se retrouver dans la même situation en fait. Et le but pour moi, c'est plutôt d'avoir un même objet, regarder avec des perspectives peut-être plus divergentes. Ça permettra sans doute de le préciser aussi en fait, l'objet. Okay, donc, je vais devoir clôturer le débat. Thank you very much, Christophe, for your intervention.